Bienvenue sur le podcast de l'Onironaute. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Germain, qui est psychologue, thérapeute de couple, praticienne en EMDR, en thérapie systémique et formée en psychologie cognitive. Elle nous parle de son parcours, du cerveau, de son avis sur l'hypnose fictionnelle, des rapports humains, de la communication non violente, de la charge mentale et de ses livres coup de cœur. Salut Fanny. Salut Pierre. Alors peux-tu nous parler un peu de ton parcours de psychologue, ta formation, peut-être quel type de personnes as-tu pu accompagner ? Alors, j'ai été formée à l'université d'Aix-en-Provence. Ouais. J'ai fait d'abord une spécialité en psychologie cognitive, un petit peu tout ce qui touche au cerveau, au fonctionnement du cerveau. Ouais. C'était passionnant, mais quand j'ai commencé à travailler, donc je suis partie travailler pendant 1 an au Vietnam, avec notamment un petit garçon. J'étais auxiliaire de vie scolaire à ce moment-là, je n'étais pas psychologue avec lui, dans l'école française. Et je travaillais aussi comme... j'essayais de le faire travailler en tant que psychologue spécialiste de la cognition. Et en fait, je me suis vite heurtée au manque. C'est-à-dire, le cerveau, c'est pas que de la mémoire, de l'apprentissage, de la connaissance. C'est aussi des émotions, des affects. Et tout ça, on n'avait pas trop abordé pendant mes études, donc j'étais vite frustrée. Quand je suis rentrée en France, du coup, j'ai essayé de faire autre chose. Mais ceci dit, je suis restée dans le domaine du cerveau parce que je travaillais avec des personnes qui avaient des lésions cérébrales, mais plus comme psychologue cognitiviste qui fait des bilans et de la remédiation cognitive. J'ai travaillé donc comme psychologue coordinatrice avec une équipe pluridisciplinaire pendant 9 ans. Et c'était une super expérience. Ouais. À côté de ça, je me suis formée à la thérapie systémique. Peut-être qu'on en parlera un peu après. La thérapeutique clinique. La thérapie systémique. La thérapie systémique. Là, tu vois, j'ai pas un bon son dans mes écouteurs. Mince. Transformé les mots. Oui. Donc en fait, la thérapie systémique, en gros, ça part de l'idée que qu'on est tous membres de plusieurs systèmes, c'est-à-dire un couple est un système, une famille est un système, l'équipe de travail avec laquelle tu bosses est un système. Toi et moi, là en ce moment, en train de discuter, on forme un système en ce moment. Okay. Voilà. Et donc l'idée en fait de la thérapie systémique, c'est qu'on ne travaille pas avec un individu, mais on travaille avec un individu qui vit à l'intérieur d'un système ou de plusieurs et qui peuvent être en fait les causes des symptômes pour lesquels il vient en thérapie. D'accord, donc c'est une approche qui prend en compte complètement le contexte et le système pour... Exactement. Et qui travaille avec en fait, plus même avec le contexte qu'avec la personne elle-même parfois. C'est passionnant. Et est-ce que du coup la société c'est aussi un système ? Ah complètement, bien sûr. C'est peut-être trop large pour la thérapie systémique ? Non, ça rentre aussi. Après, disons que quand je suis dans mon cabinet avec une personne ou une famille, je peux pas travailler sur la société directement. Mais ceci dit, tout ce qui... oui, ça ouvre aussi des idées, des perspectives, même politiques. Ah ouais. Parce qu'on on n'en finit jamais. Après, si on prend en compte... alors, il y a le quartier, les associations, les amis. Ça fait beaucoup de systèmes. Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, en fait, parfois, les symptômes ce que vit, les difficultés que vit une personne, elles sont directement liées à la société, au quartier, et pas forcément à quelque chose qui est intrinsèque à elle. D'accord. Et sur ce que c'est, du coup, moi, en tant que thérapeute, c'est pas moi qui vais le travailler. Il va falloir que ce soit une association, des politiques, voilà. Ouais. Alors, j'avais juste une petite question sur un terme de ton parcours quand tu évoquais ta formation. Tu as dit que tu as fait de la psychologie cognitive. En quoi, en quoi ça diffère ? Qu'est-ce que c'est que la psychologie cognitive ? En quoi ça diffère de la psychologie autre ?
Alors, en fait, à l'université, il y a plusieurs branches quand tu te formes. Donc, la psychologie cognitive, c'est une des formes, une des branches à laquelle on peut se former. À Aix-en-Provence, il y avait aussi la psychologie clinique, la psychologie sociale. Donc, la psychologie clinique, c'est un peu ce qu'on connaît en fait quand on va avoir un thérapeute. D'accord. La psychologie sociale, c'est la psychologie qui s'intéresse à l'humain dans la société, mais aussi, par exemple, ça peut amener à travailler comme psychologue du travail, par exemple. Ok. Voilà. Et donc, la psychologie cognitive, elle s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Du coup, ce qu'on y apprend, c'est comment on apprend. L'apprentissage. L'apprentissage, la mémoire, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment Le est-ce qu'elle langage. dysfonctionne, le langage, exactement, l'attention, la concentration. J'ai l'impression qu'on est en train d'énumérer les thèmes favoris du podcast de l'Onironaute. Eh ben, c'est parfait, tu as invité la bonne personne, Pierre. Donc la psychologie cognitive. En plus, quand tu as dit cognitive, j'ai tout de suite réagi parce que c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'emploie beaucoup, peut-être même un petit peu trop souvent. Et cognitif, pour rappeler, ça veut dire c'est ce qui a trait à la connaissance, à la compréhension. On peut dire ça comme ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Pourquoi tu l'emploies trop souvent ? Parce tu te sens pas compris ? On te regarde avec de gros yeux quand tu dis cognitif ? Non, parce que c'est un petit peu la classe quand on rajoute cognitif à la fin d'une phrase ou derrière un mot un petit peu compliqué, ça donne un petit peu du crédit. Mais j'aime bien. C'est un mot que j'aime bien et que j'ai appris tard en fait. Je connaissais pas ce mot, j'en avais jamais eu l'usage et l'utilité auparavant. Je l'ai découvert tard et comme certaines choses qu'on découvre tard, on se prend un petit peu de passion et il arrive de me passionner pour certains mots. Je trouve ça chouette. Moi, j'ai pas le même rapport que ça avec ce mot-là parce que du coup, en fait, pour moi, ça a été lié un peu plus à une frustration. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais l'impression de rencontrer non pas des humains, mais des cerveaux d'humains. Quand j'étais en stage pendant ma dernière année d'études, je travaillais à l'hôpital en neurologie. Et du coup, on avait 1 heure pour rencontrer, enfin je sais plus combien, mais bon, c'était un temps très réduit en fait pour rencontrer une personne qu'on appelait un patient, avec laquelle on devait passer tout un tas de questionnaires, de tests pour essayer de comprendre son fonctionnement cognitif. Mais du coup, en fait, ça empêche la rencontre. Toi, c'est un petit peu comme un mot tampon qui met un peu de la distance avec les patients, un terme un peu plus employé comme du jargon. Pour moi, il y a un aspect un peu, dans ma mémoire, un aspect pas agréable de, en fait, si je rencontre le fonctionnement cognitif de cette personne, je ne vais pas la rencontrer elle-même en tant que personne. Mais aujourd'hui, ceci dit, je ne pense plus ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus globale. Et donc, je peux tout à fait mener une évaluation cognitive, mais en même temps rencontrer la personne. Sans que le mot soit particulièrement frustrant sur le plan humain. Non, ça l'est plus. Relationnel. Ouais. Yes, c'est marrant ça, parce que c'est vrai qu'on a un rapport différent aux mots, suivant si on est professionnel ou si on est plus autodidacte, comme c'est mon cas par rapport à ces mots-là. Moi, ces mots, ils m'amusent, ils me régalent. J'aime bien les explorer, jouer avec. Et c'est vrai que quand on les a appréhendés de manière professionnelle, médicale, on n'a pas le même rapport. T'as gardé un rapport un peu enfantin avec les mots. Mais dans le bon sens, hein. Je veux dire... Non, mais je trouve ça génial, tu vois, mes enfants, quand ils découvrent un mot, en plus, ils sont bilingues, tu vois, ils découvrent un mot, et là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ils peuvent le répéter, essayer de le mettre dans plusieurs phrases. C'est trop chouette. Eh ouais, carrément. Ouais.
Parce que, juste pour resituer pour ceux qui nous écoutent, tes enfants ont donc grandi en France et ils vivent en Espagne depuis maintenant 2 ans maintenant. 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc ils sont en train d'être complètement bilingues. Ben oui. Mhm. Et ouais, en plus, moi j'adore faire des jeux de mots entre les langues, entre langues différentes. Par exemple, il y a un jeu de mots qui m'intéresse beaucoup qui est ombre. Ombre, la signification en français, c'est l'ombre qui est produite par la lumière sur un objet. Et puis en espagnol, ça m'amuse beaucoup parce que ombre, ça veut dire une personne, hombre ou nombre. Hombre, c'est un homme, oui. Et c'est plein de paradoxes parce que en français, quand on dit qu'il y a personne, ça veut dire qu'il y a personne. Alors que ou nombre, c'est aussi le même mot que le nombre. Quand il y a un nombre de gens, quand les gens sont nombreux, il y a plusieurs personnes. Oui. Donc là, tu as fait un rapprochement entre ombre, nombre et hombre. Et hombre. Waouh. Waouh. Ouais, il y a un truc que je voulais te demander, Fanny, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, du développement de l'hypnothérapie en France et peut-être du coup en Espagne? Alors, c'est pas quelque chose à laquelle je me suis beaucoup penchée. Ouais. Ou ma phrase, elle n'était pas française. Tu vois, c'est le problème des bilingues. Après, on parle plus bien ni notre langue, ni la langue qu'on utilise au quotidien. Donc, je me suis pas penchée professionnellement sur l'hypnose. Okay. Ceci dit, j'ai ma cousine qui est hypnothérapeute. Donc, je me suis un petit peu informée là-dessus. En France, oui. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Après, ce que j'en sais, c'est que je pense qu'il y a un petit peu... les personnes, elles viennent en hypnothérapie avec des attentes un peu... en gros, vous m'endormez, vous faites un peu ce que vous voulez de moi, mais je veux plus avoir ce problème, quoi. Je veux arrêter de fumer, Enfin, voilà. C'est un petit peu comme si on peut penser qu'en allant voir un hypnothérapeute, on va être passif dans la thérapie. Ouais. Et en fait, c'est pas le cas. C'est jamais le cas. On n'est jamais passif dans une thérapie. C'est-à-dire que si on veut créer un changement dans notre vie, il faut être acteur. Et en hypnothérapie, on est aussi acteur parce qu'on est aussi... même s'il y a un hypnothérapeute qui prend un petit peu le contrôle de la séance, ça demande aux patients d'être présent, d'avoir une intention. Tu soulèves le problème de la volonté et de la conscience de ce qu'on fait, parce que justement l'hypnothérapie va intervenir pour un petit peu faire passer des choses au niveau de l'inconscient. Oui. Pour s'adresser à l'inconscient, il faut que les portes soient ouvertes. Ouais, moi je te cache pas que pour moi maintenant, l'inconscient c'est un petit peu un fantasme, c'est un petit peu un mythe, je trouve. Je suis pas persuadé qu'il y ait... que ça soit très utile de considérer les choses avec d'un côté le monde conscient et les 5% d'actions conscientes qu'on pourrait faire et 95% de l'autre côté qui serait le subconscient, l'inconscient. Moi je suis pas tellement sûr qu'il y ait cette réalité dans la psychologie des gens, ou en tout cas je me demande si c'est bien utile de séparer les choses comme ça, parce que si on réfléchit bien, le fait de faire une investigation dans notre inconscient, c'est quelque part, on le dévoile. L'inconscient ne devient un petit peu moins inconscient au fur et à mesure qu'on l'investit avec notre conscience. Oui, c'est-à-dire l'inconscient comme quelque chose qui serait complètement inaccessible. Ouais. C'est dans ce sens-là que tu le dis. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut accéder à ce qui serait les 95% ou 99% de pensées, de connaissances qui ne sont pas à ce moment-là, tout de suite, là, dans mon flux de pensée. Ouais, c'est un peu ce que tu disais au début, Fanny, c'est que les gens, ils vont un petit peu voir des hypnothérapeutes, voilà, clé en main, on est passif, et puis allez-y, débloquez-moi l'inconscient, quoi. C'est un petit peu ça l'écueil qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça.
c'est ça. Je pense Alors que ça pourrait que être fun. c'est quand même une approche qui est bien plus passionnante que ça et qui mériterait que les gens s'investissent par eux-mêmes un peu plus, quoi. Tout à fait. Et ben, de toute façon, enfin, moi, je suis pas, je te dis, je me suis pas assez intéressée, mais ça mériterait que je m'y intéresse un peu plus. Après, je travaille en EMDR. J'ai cette technique-là, qui n'est pas de l'hypnose, mais qui peut s'en rapprocher. Toi, tu es praticienne en EMDR? Je suis praticienne en EMDR, oui. Je suis pas praticienne en hypnose. Qu'est-ce C'est ça que que je dis. Est-ce que tu as fait une formation particulière? Tu peux nous en toucher deux Oui, mots? j'ai fait une formation en Espagne, oui. Donc EMDR, c'est en anglais, ça veut dire Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Ok. J'adore parce qu'on dirait que c'est trop clair, je parle trop bien anglais, t'as vu? Ah oui, là, c'est sûr. Je suis trilingue. L'idée, c'est une désensibilisation des traumas Ouais. par des stimulations bilatérales. Donc, eyes movement, donc les mouvements des yeux, le thérapeute est face au patient et il envoie comme ça son doigt de droite à gauche. Mais c'est une des manières de faire. On peut aussi le faire en tapping, c'est-à-dire taper sur les genoux, droite, gauche. Ouais. Aussi en auditif, un son dans l'oreille droite, un son dans l'oreille gauche. Ce qu'on cherche en faisant ça, a priori, les hypothèses en tout cas du fonctionnement de l'EMDR, c'est que on ferait se connecter les deux lobes droit et gauche en passant du coup par toute la zone limbique en fait, qui est au cœur du cerveau et qui permettrait en gros de faire un lien entre le cortex dans lequel on peut avoir les pensées obsessives, les pensées intrusives et la zone qui gère tout ce qui sont les émotions. L'objectif de cette thérapie, c'est de non pas oublier un fait qui pourrait être traumatique, mais d'y détacher en fait toute la partie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on puisse y repenser sans avoir tout ce qui peut être pensée intrusive, attaque de panique, voilà, quand on a vécu un traumatisme. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves? Oui, ça rentre dans les thérapies brèves. Oui. On n'a jamais, par exemple, un comédien ou un tourneur-fraiseur ou quelqu'un qui a un facteur, je sais pas, qui s'installe en hypnothérapeute. C'est un parcours qu'on voit jamais. On voit toujours des gens qui sont plus ou moins déjà un peu psychologues, un peu installés dans les thérapies, quoi. Mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, je connais plein de gens qui se sont reconvertis. Peut-être pas tourneur-fraiseur, parce que je sais pas si je connais des tourneurs-fraiseurs, mais qui travaillaient, je sais pas, comme dans le secrétariat, le transport, enfin, quoi que ce soit, n'importe quoi, et qui se reconvertissent dans les thérapies, et notamment dans l'hypnothérapie. Je pense qu'il y en a plein. Ah ouais. Souvent, enfin, parce que mais après, c'est pas moins légitime. Je veux dire, la psychologie, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas que au petit cercle de gens qui ont fait 5 ans d'études dans les universités de psycho. On a tous une psyché, on a tous des intérêts à s'y pencher. Voilà, je crois qu'on devrait beaucoup plus. Alors, dans l'éducation aujourd'hui, dans les écoles, on commence à apprendre un peu aux enfants, parce qu'il y a des profs qui sont un petit peu plus formés à ça, à se poser la question de qu'est-ce qu'ils ressentent, et puis même, voilà, quelles sont mes émotions, à quel moment elles s'expriment, comment est-ce que je les exprime. On a tous intérêt à si on pouvait avoir une heure ou deux de psycho dans le cursus scolaire, ça serait vraiment pas du luxe, quoi. Ah ben oui, une heure ou deux, ou 20 ou 30, hein. Complètement. Qu'est-ce que tu penses, toi, des expériences oniriques guidées ou de l'hypnose fictionnelle en général? Alors écoute, j'ai testé. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Je pense que ça m'a même ouvert des portes, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à faire ça, ça m'arrive. L'autre jour, j'étais à la plage, j'étais bloquée sur
Enfin, tu vois, des fois, les psys aussi, on peut avoir des problèmes dans nos pensées, tu vois, Bien sûr. être enrayé dans des trucs, voilà. Et en fait, d'un coup, j'ai vu passer comment ça s'appelle, une moto sur la mer, là. Ouais. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus. Et en fait, je me suis imaginé que j'étais le mec. Et je me suis visionnée en train de faire ça. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que vraiment, ça m'a changé le type, quoi. T'as, tu t'es projeté comme dans un avatar. Ouais, ouais. Et c'était quelque chose que vraiment qui me venait jamais à l'idée. Donc je trouve ça génial. Je me disais d'ailleurs que c'est censé pas être thérapeutique, mais peut-être que ça peut l'être quand même. Parce que je crois que les fictions, Et oui. elles peuvent être thérapeutiques aussi. Mm. Et ouais. Mais alors par contre, ce qui est clair, c'est que ça demande d'être... Alors les petites courtes là, qui sont sur YouTube qui durent 4 minutes et quelques, je pense qu'elles sont beaucoup plus accessibles à tout le monde. Ouais. Parce qu'elles sont courtes. Ouais. Je sais pas si plus parce que ça fait appel à des représentations qu'on a déjà. Je suis pas certaine parce que donc celles qui sont plus longues en même temps, ça fait appel à des représentations qu'on a déjà aussi puisque Ouais, c'est pour un petit peu. Les courtes sont pour un petit peu mâcher le travail des représentations imaginaires des auditeurs. Parce que c'est vrai que quand on part sur un personnage qui existe déjà avec toute une symbolique telle que Superman, Einstein ou Black Widow ou des super-héros, on a quelque chose, on a un espèce d'univers qui est tout de suite convocable. Donc, moi, par exemple, j'ai préféré la plus longue. Ouais. Donc, les EOG. Et vraiment, enfin, j'ai l'impression d'avoir des sensations physiques, même accompagnées de ça. C'est assez incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai une copine qui m'a dit ça a l'air chouette, mais je me suis endormie. Ouais. Donc, je pense que ça demande quand même d'avoir un minimum d'être dans des bonnes conditions, se mettre dans une bonne posture. Ouais. C'est-à-dire que voilà, si tu fais ça allongé avant de t'endormir, je pense qu'il y a moyen que peut-être que tu continues à rêver. Du coup, ça fait peut-être un début de rêve, hein, ça peut être pas mal. Actuellement, moi, en tant qu'auteur d'expériences oniriques, justement, mon pire ennemi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que c'est comment j'arrive à écrire les choses d'une certaine manière pour que les gens ne s'endorment pas, en tout cas, et restent dans une certaine énergie un peu dynamique. C'est tout l'enjeu du truc. Oui, c'est-à-dire que je pense que dans la main de l'auditeur, comme dans celui qui vient voir un hypnothérapeute, hein, il y a l'intention, c'est-à-dire ok, je vais me mettre... je suis pas passif en fait, j'écoute, mais je me mets en position où j'ai l'intention de rentrer dans ce truc. Un peu d'entraînement aussi, je pense que c'est bien. Ouais. Parce que notre attention focalisée, c'est quelque chose qu'on entraîne aussi. Ouais, complètement. Voilà. C'est marrant parce que dans l'exemple que tu as raconté, quand tu as vu quelqu'un sur une moto, en mouvement, hein, donc la moto était en marche, hein, c'est ça. En fait, le sens du mouvement, le sens de l'équilibre qu'on a tous, c'est un très très bon vecteur d'imaginaire. Ça déclenche beaucoup d'imaginaire immédiatement perceptible. Parce que c'est très facile de se projeter dans notre imaginaire dans un mouvement. Par exemple, si on s'imagine qu'on saute quelque part ou qu'on vole ou qu'on est dans une voiture, une moto ou quelque chose qui va vite et qui va nous faire bouger, on a tout de suite des perceptions qui sont très claires et très faciles à identifier, même dans l'imaginaire. Oui, d'ailleurs, ce qui est le mieux préservé jusqu'à la fin de la vie, c'est tout ce qui est mémoire des mouvements. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'on oublie, tu vois, les personnes qui ont Alzheimer, par exemple, elles vont oublier des faits, elles vont oublier comment utiliser le langage. Ouais. Mais enfin, voilà, quand on dit tu remontes sur un vélo, tu sais directement faire du vélo. Ouais. En fait, c'est vraiment ce qui est le plus ancré dans notre cerveau. Ouais, ce qui touche à la mémoire procédurale.
Oui, c'est ça. C'est le terme que je ne trouvais pas. La mémoire procédurale, exactement. Tu es plus cognitiviste que les cognitivistes, Pierre. Attention, pas de gros mots, hein. Ah oui, non. Non, mais la mémoire, mais là, on va pas parler de mémoire, sinon on en a pour 3 heures, Fanny. Ouais, non, mais bon, je veux dire, en même temps, ce que tu dis, ça touche à la mémoire. Puisqu'en fait, tu vois, tu vois un mouvement et en fait, ça vient directement en connexion avec un mouvement que tu as vécu déjà dans ton corps. Ouais. Et donc, ça te projette directement, du coup, dans l'imaginaire. On entend de plus en plus parler du concept de charge mentale. On se rend compte que les inégalités hommes-femmes se retrouvent même dans les tâches cérébrales. Oui. Dans la gestion des trucs chiants auxquels il faut penser, pour dire ça plus simplement. T'en penses quoi, toi ? Eh bien, j'en pense que c'est un chantier pour notre société de se poser ces questions-là, de la charge mentale des hommes et la charge mentale des femmes. Ouais. Ouais. Je pense que... Alors moi, je suis devenue féministe sur le tard, c'est-à-dire devenue féministe active et consciente, parce que j'ai grandi en pensant que ma mère avait été féministe et que les générations précédentes, en fait, elles avaient fait tout le boulot. Mais en fait, maintenant, je sais qu'il nous reste beaucoup de travail à faire encore. Ouais. La charge mentale, c'est... j'ai pas besoin de la définir. Tu l'as définie, toi ? C'est comme j'ai dit, c'est le... Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ce terme, la charge mentale, c'est les trucs chiants auxquels il faut penser, surtout quand on a une famille avec des enfants. Et il se trouve, on a pu constater que les hommes prenaient un petit peu moins en charge les trucs chiants auxquels il faut penser que les femmes. Donc, je sais pas, moi, les impôts, les papiers, les vaccins pour les enfants, les inscriptions... au centre aéré, à l'école, tout ça. Enfin, bref, la liste est longue de toutes ces petites choses. Et donc, il y a une tendance réelle dans la société des femmes à plus s'occuper de ça que les hommes. Et donc, ça relève aussi d'une injustice un petit peu systémique et suffisamment injuste pour qu'on en parle. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une autrice de BD qui s'appelle Emma, qui a fait une BD là-dessus, que moi, il m'est arrivé de recommander en thérapie de couple. J'ai des patients où c'était vraiment un des problèmes phares de leur relation, c'était ça. Je voulais t'interroger là-dessus, plus sur le côté vraiment cérébral et sur ce qui se passe vraiment au niveau cognitif, au niveau de notre cerveau. Comment... En gros, tu te retrouves avec une surcharge mentale, parce qu'en fait, quand on parle de charge mentale, on parle de surcharge mentale chez les personnes, les femmes en général. Donc, qui en gros, ton cerveau, il est totalement avec des intrusions de pensée en permanence, qui te permettent d'être à la fois réactive et efficace et pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais en même temps qui t'empêche de vivre pleinement une situation comme l'image qui me vient, mais c'est par exemple les relations sexuelles. Tu vois, c'est un peu un topic, un peu la femme qui pense à la liste de courses, mais en fait c'est réel. C'est vraiment cette surcharge mentale, elle t'empêche de vivre pleinement des situations, mais comme où se baigner à la plage, ou voilà. L'instant présent. Oui. Ça a un lien évidemment avec l'espèce de mythe du multitâche, comme quoi les femmes seraient plus multitâches que les hommes. Enfin, personnellement, ça me fait un peu rire parce que je pense que c'est un gros raccourci. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont multitâches parce qu'elles n'ont pas le choix d'être monotâches. Ouais, voilà. Parce que si elles ne le sont pas, les choses elles se font pas. Donc, enfin, moi je pense que personne n'est multitâche. Je pense que la concentration, elle marche pas comme ça et que et que c'est juste que
les femmes sont multitâches par défaut parce qu'elles n'ont pas le choix et que c'est plutôt dommage qu'elles soient obligées d'être multitâches. Tout à fait, je suis d'accord. Après, oui, là pour le coup, c'est assez technique le fait de pouvoir se concentrer sur deux choses à la fois. Alors je suis plus assez au fait, mais quand j'ai fait mes études, on nous parlait d'attention divisée, c'est-à-dire la possibilité exactement, de diviser son attention sur plusieurs tâches à la fois. Et après, au fur et à mesure, maintenant les théories, elles sont plutôt sur en fait une capacité très, très rapide à switcher d'une tâche à l'autre. Ah ouais. Mais plus sur la division de l'attention. Enfin, c'est-à-dire que l'attention, c'est pas c'est pas, je sais pas, une bouteille d'eau que tu peux vider à un quart dans un verre et à trois quarts dans un autre. Mais moi, j'ai cru comprendre à travers différentes lectures que justement, le fait de faire passer notre cerveau d'une tâche à l'autre, c'était parmi les choses qui étaient les plus fatigantes pour l'organisme. Tout à fait. Et que c'était quelque chose qui était vraiment à la longue très très épuisant. Ce qui fait que des fois on est claqué à la fin de la journée parce que juste on n'a pas arrêté de passer d'une tâche à l'autre pour notre cerveau, quoi. Oui, tout à fait. Donc la fatigue des femmes le soir au coucher, elle est réelle. Non, parce qu'il y a un autre truc qui est en lien dont je voulais parler, c'est que tu fais depuis quelque temps de la médiation de couple, justement, en tant que psychologue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette aventure ? Alors, c'est pas de la médiation, c'est de la thérapie de couple. C'est-à-dire que la médiation, c'est plutôt ce qui est... Enfin, il y a des médiateurs et qui font en général plutôt du travail au moment de la séparation des couples. Moi, je viens en amont. C'est-à-dire que moi, ils viennent chez moi, après ils se séparent et après on va voir une médiatrice ou un médiateur. D'accord. Non. Mais c'est pas toujours comme ça. Ils se séparent pas. Oui, ils se séparent pas, oui. Non, disons que le travail de la thérapie de couple, c'est passionnant. C'est épuisant aussi parce que moi, en tant que thérapeute, mon rôle, en fait, il est... Donc, je te parlais de thérapie systémique tout à l'heure. Mon rôle, en fait, il est de créer un système dans la thérapie, dans laquelle moi, je suis membre du système et je suis à égale distance affective entre l'un et l'autre. Et ce qui peut être des fois compliqué parce que de fait je suis une femme, donc certaines fois l'homme il peut penser que je suis plus en phase avec son épouse qu'avec lui-même, avec sa compagne, voilà. Je dis dans le cadre de... Il se trouve que j'ai eu que des couples hétéros, mais bon, je pourrais tout à fait travailler avec des couples homosexuels et du coup cette question-là même se poserait pas forcément. Mais pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. J'adore ça, travailler avec des couples parce que c'est vraiment travailler avec un système actif. Enfin, j'ai l'impression de mettre les mains dans l'argile, tu vois. Et où vraiment... Alors, justement, ce qui m'est venu tout à l'heure là, un de mes outils de travail, le plus puissant, alors dit comme ça fait un peu peur, mais c'est moi. C'est-à-dire que moi, en tant que personne humaine qui vit pendant la thérapie des émotions, accompagnées de sensations physiques et de pensées. Et en fait, vraiment quand je suis en thérapie de couple, je l'utilise à fond. C'est-à-dire que tout ce que moi je ressens comme tension, comme ouh là, ce qu'il a dit là, ça me convient pas. Enfin, ça me crée quelque chose. Directement, je le dis. D'accord. Et je le dis parce que souvent, en fait... Ça permet aux gens de sortir des choses et de voir avec un tiers, avec quelqu'un d'autre qui va réagir et qui va prendre acte de ce qui est dit. Et qui va surtout parfois permettre d'être reconnu. C'est-à-dire que si je dis... tu vois, par exemple, j'avais une patiente qui était dans
Complètement, tous les deux en fait, c'est jamais un mot plus haut que l'autre. Tu vois, la thérapie, c'est pas toujours comme ça. Hein. Des fois, c'est même plutôt l'inverse. Mais en tout cas, avec eux, c'est vraiment très dans le langage, très correct, mais aucun accès à tout ce qui est émotionnel. Et en fait, quand moi, je réagis à... Oula, quand j'entends le monsieur parler comme ça, en fait, ça me crée une tension dans mon dos. Et je dis ça. Et la dame, en fait, elle se sent reconnue, c'est-à-dire que c'est assez ça a l'air presque un peu magique, mais en fait, ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on a tous des neurones miroirs qui nous permettent d'avoir des capacités d'empathie. Ouais. Donc de ressentir de ressentir physiquement des choses face à d'autres personnes qui vivent des émotions. Et donc en fait, se retrouver pour cette dame reconnue dans ses propres sensations, ça lui a permis de pouvoir après exprimer ses émotions auprès de son mari. Et notamment, par exemple, de se mettre à pleurer alors que ça lui arrivait jamais. Non, mais c'est l'emploi du mot magique, il est pertinent dans le sens où on a des situations où sur une seule phrase, le parallèle avec la magie, c'est qu'une phrase, ça peut être un sort, un truc, quelque chose de particulièrement efficace en fait. Il y a ce côté magique qui vient du fait que des fois les choses peuvent changer en quelques... Mais en tout cas, même là, rien que comme tu le racontes, je me représente très bien des situations de communication bloquée avec un petit peu des murs qu'on peut avoir bâtis. Des fois, toute notre vie avec nos proches, avec nos conjoints, et puis on se retrouve parfois avec des gens qui savent ouvrir une faille ou regarder les choses sous un autre angle complètement différent et où tout va paraître plus simple ou plus évident à la suite. Oui, c'est ça. En fait, tu vois, en tant que thérapeute de couple, ma mission, elle n'est pas de sauver le couple ou de faire que le couple se sépare si c'est un couple qui va pas bien, parce que des fois, en fait, des fois, ça peut être aider les gens à se séparer. Hein. Ouais. Mais en fait, ma mission, elle est surtout de les aider à communiquer, à mieux communiquer. Ouais. Ça, c'est ma mission. Après, eux, ils viennent avec des attentes qui peuvent être parfois différentes. C'est-à-dire que l'une et l'autre personne n'ont pas les mêmes attentes. Mais voilà. Moi, je réponds pas forcément à leurs attentes. Mais en travaillant comme ça, parfois, en fait, on peut venir avec des attentes en thérapie et puis sortir avec quelque chose qui n'était pas dans nos représentations avant qu'on y entre, donc on pouvait même pas imaginer. Ouais. Il y a la dimension communication non violente aussi qui est présente. Oui, aussi, tout à fait. j'imagine. Oui, ça, c'est des choses. Est-ce qu'il t'arrive de revenir un peu sur les bases de la communication non violente avec tes patients ou tes clients ? D'ailleurs, dans des situations... alors ça, je l'ai vécu, mais pas moi-même directement en tant que thérapeute, mais quand j'étais en formation en thérapie systémique, où on était derrière le miroir centaine, donc on était là quand même. Des familles dans lesquelles il y a des violences, de faire poser des pactes, tu vois, un contrat de non-violence. Donc évidemment, évidemment, ça passe par aborder la communication non-violente et aussi les solutions. C'est quoi ça ? C'est un document sur lequel il y a écrit ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on n'a pas le droit de dire plutôt ? Alors, en général, le document, on l'emploie quand il y a de la violence physique. Mais pas que, hein. Pas que, hein. Mais c'est-à-dire que c'est souvent, en fait, la ligne qui peut faire que les personnes... en tout cas, elle est visible, quoi. Donc dans un contrat, on peut pacter. Alors, la personne qui est violente, elle s'engage à ne pas user de violence physique et à sortir de la pièce à chaque fois qu'elle sent que c'est possible, qu'elle peut à ce moment-là utiliser la violence.
Et celle qui est victime, elle s'engage à sortir de l'interaction à chaque fois qu'elle repère des indices qui sont des précurseurs de la violence. C'est-à-dire, quand je vois qu'il commence à avoir les mâchoires tendues, voilà, et en fait, à ce moment-là, ok, et on pacte ensemble que, ok, là, on est dans une interaction qui va nous amener dans un endroit où on n'a pas envie d'aller, ni toi ni moi, donc je sors. Alors là... Ouais. Et ça, pour toi, c'est des Ah bons oui. outils, quoi. Ça marche. C'est pas vain Non, c'est pas vain de du faire ça, tout. quoi. C'est pas vain du tout. Ça demande de la reconnaissance d'abord. C'est-à-dire, tu fais pas ça à la première séance parce que, voilà, il faut quand même pouvoir se rendre compte chacun de quelle est ma part. Alors, je suis pas en train de dire que les victimes ont une part active. Je pense que les victimes sont réellement des victimes. Par contre, les victimes, elles sont responsables de leur sécurité quand elles sortent pas. Et donc, en fait, tout le travail de la thérapie, ça peut être de leur permettre de se rendre compte qu'elles ont le choix de sortir de l'interaction. Ça me fait penser, pour refaire un parallèle avec l'hypnose, à la notion d'ancrage, justement. Ouais. Et je me demande si, dans une certaine mesure, on n'est pas, dans un couple, amené parfois à se faire des ancrages, mais là, plutôt sur le côté négatif de l'ancrage. Ouais. Comme si on avait un petit peu des petits rendez-vous de situations ou de patterns ou de phrases particulières qui vont ensuite déclencher de manière presque irréversible le conflit, la dispute. C'est intéressant de le voir comme ça. Enfin, je sais pas si tu as pu identifier ça avec les gens qui viennent te voir, mais des fois on a des situations où on sait que ça va de toute façon partir en vrille, quoi. Oui, si. D'ailleurs, un des travaux qu'on fait en thérapie, c'est d'essayer de repérer les patterns de communication. Ouais. Et... Ben, en général, ça part toujours d'un truc très très con. Il y a rarement des disputes qui partent d'un... Ben, va manger les gâteaux et bois un verre d'eau et tu vas t'amuser, j'ai bientôt fini. Ah, ça, tu le coupes pas au montage, là, c'est trop beau. Hein. À ce qui paraît, quand t'es interrompu, tu mets, je sais plus combien, 40 secondes ou quoi, te remettre bien sur le fil de ta pensée, quoi. Un truc comme ça. Et ouais, non, les disputes, ça part toujours de rien, ça part toujours d'une connerie, et je me demande s'il n'y en a pas le même fonctionnement que les ancrages en hypnose. Alors, pour rappeler ce que c'est qu'un ancrage, ça va être le plus souvent un geste sans signification particulière, mais par exemple poser son index sur son genou ou presser son lobe de l'oreille, ou je sais pas, ou faire un point de pression avec un doigt sur le menton. En fait, peu importe le geste qu'on fait, mais un ancrage en hypnose, ça se fait comme ça, et au moment où on fait ce geste-là, on y associe un certain état avec des émotions qui correspondent à cet état, et comme un état d'esprit qu'on a réussi à associer en état d'hypnose, et par la suite, dans un autre contexte complètement différent, 3 jours après, vous allez faire le même geste, exactement le même geste, et ça va vous remettre à peu près dans cet état d'esprit instantanément. C'est de l'hypnose et pratique. Ça marche. Voilà. Et ça marche, on appelle ça un ancrage. Et dans ce que tu racontes, je vois aussi comment le cerveau humain est capable aussi de se faire des ancrages négatifs. Hein. Enfin, de toute façon, le cerveau, il s'en fout de savoir, il juge pas si c'est bien ou si c'est mal, si ça va être utile ou pas utile. Mais il fonctionne comme ça, il fait des ancrages, il fait des espèces de points d'enregistrement comme ça. Oui, mais d'ailleurs, je pense que l'ancrage, c'est du détournement conscient du fonctionnement du cerveau. Ouais. Je sais pas qui a inventé l'ancrage, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est basé sur ce qu'il avait pu repérer de comment ça fonctionnait en général.
Parce que bon, tu parles de gestes, Ben, je pense que c'est... et les gestes, en effet, Ouais. je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais un mot-clé, ça fonctionne aussi. Et en fait, ça, on rencontre ça dans notre vie tout le Mhm. temps. Un mot, il va Ouais. ouvrir une porte, en fait. Et quand c'est un mot qui est associé à une dispute qui a eu lieu antérieurement, Oui, ou c'est le fonctionnement bah oui, des marques complètement. publicitaires aussi, parce que un simple mot va nous amener Mm. tout un univers par tout ce qu'on a pu mettre dedans, tout ce que les publicités qu'on a vues nous ont mis dedans Oui. autour de ce mot. Mais je crois que c'est l'utilisation d'une capacité cérébrale que j'aurais du mal à nommer ici, mais qui consiste à faire des raccourcis pour s'économiser, pour économiser de l'énergie et pour pas réfléchir tout le temps à tout, quoi. On a besoin à un moment donné de voir le monde avec des raccourcis, des Oui, on a une préjugés tendance à l'économie. et des choses qui nous permettent d'avancer plus vite. Tout à fait. Donc, du coup, en fait, c'est intéressant de le voir comme ça parce que quand on a repéré les ancrages qui créent les disputes, Ouais. on peut peut-être essayer de créer des contre-ancrages. Oui, ou des modifications d'ancrage, ouais. Ouais, c'est ça. C'est là que c'est super d'avoir l'expérience d'approches différentes, notamment de l'EMDR ou peut-être de l'hypnose. En tant que thérapeute, c'est bien de toute façon d'avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, tout à Je fait. pense que c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, je vais pas te dire le contraire. Je pense que c'est essentiel même. Moi, je me nourris de ces techniques-là, mais bon, je me nourris de tout ce que je vois, tout ce que j'apprends. Alors, on arrive à la dernière question, Fanny. Oui. Et la dernière question, justement, je me suis posé des questions sur cette question parce que il y avait j'ai voulu lui donner un nom. Cette question, c'est la question de la dernière claque. Et justement, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un langage un peu violent comme question? Mais comme c'est la communication non violente, là, tu as un peu. Ouais. Mais comme c'est Mais une ceci question... dit, j'ai trouvé ça très parlant. Ouais. Je trouve ça très parlant. Oui. C'est bien sûr à prendre au second degré, et puis surtout c'est la question culturelle, puisque tu sais que pour moi la culture est super importante dans tout, et que j'aime beaucoup moi interroger les gens sur leur vie culturelle, fictionnelle, et sur ce qui les a un peu remués ces derniers temps. Donc la question est la suivante, ça peut être un livre, un film, une BD, un jeu vidéo. Quelle est, sur l'année écoulée, ta dernière claque? Alors, moi j'en ai deux. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu me dis claque, du coup, ce que je vois, c'est un truc qui me laisse sur le cul. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Et donc, la première qui m'est venue, en fait, c'était pas ni une BD, ni... c'est une chanson, un morceau des Humanophones, qui s'appelle Magnette. Ok. Sur YouTube, on trouve le clip. Alors, en fait, le clip, c'est juste eux, on les voit, ils sont 11 humains, 11 personnes, avec aucun instrument autre que leur corps et leur voix. Ouais. Et c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je suis restée complètement scotchée et j'ai dû le regarder je sais pas combien de fois. Et à chaque fois que je l'écoute encore, ça me fait quelque chose. Mais sinon, cette année, j'ai lu une bande dessinée que m'a offert ma sœur, qui s'appelle Les sentiments du prince Charles, de Liv Stromkist. Ok. Et qui parle de féminisme, qui parle de relations romantiques et qui parle de violence dans les relations, qui parle et d'un truc notamment qui m'a un peu scotché et qui m'a vraiment remué, de l'idée que en fait à un moment donné elle parle des couples, de la relation de couple comme d'une religion qu'on entretient par des rites notamment et par des croyances, et ça m'a vraiment je le recommande. C'est vraiment... moi, je pense malheureusement, il faudrait plusieurs vies pour pouvoir vraiment
compléter de tout. Prendre connaissance de toutes les BD géniales qui ont été faites et qui sont encore faites, parce que même à l'heure actuelle, il sort encore des BD qui dans 10 ans, 20 ans, seront des BD cultes. Ouais. Je pense par exemple au Vieux Fourneau, là, qui va sortir en novembre. Vieux Fourneau. Ouais, les Vieux Fourneaux, c'est assez génial et c'est très marrant, c'est hyper bien dessiné, ça parle vraiment de la société actuelle telle qu'elle est, avec beaucoup d'humour, c'est décapant, c'est un petit peu du level de Astérix, et tu sais que moi je suis un grand fan de l'auteur René Goscinny, donc quand je fais référence à Astérix pour parler de cette BD, c'est plus qu'un compliment de ma part. Et je pense aussi à l'Arabe du futur, dont le tome sortira dans trop longtemps, le prochain tome. Et puis on lit les BD et après on attend la suite. Et donc parfois je regrette un peu de ne pas découvrir une BD une fois que la série est terminée. Pour pouvoir tout avaler. Parce que c'est un peu frustrant. Mais bon, en même temps, l'attente, c'est bien aussi. L'attente, ça crée le désir. Ouais, et puis le camping aussi. Le camping aussi. La tente de camping. La tente, oui, d'accord, ok. J'ai pas pu m'empêcher de faire un jeu de mots. Tu sais que je suis atteint de jeu de mots hit et que... Oui, je sais. On n'a pas encore trouvé de thérapie pour ça. Non, heureusement. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Fanny. C'était super intéressant d'avoir ton approche et ton regard de psychologue et de femme et de personnes curieuses de l'activité cérébrale en général, on va dire ça comme ça, avec ce jargon-là. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Pierre. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec une psychologue de métier humble, généreuse et plutôt extrêmement sympathique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus d'épisodes avec des invités. J'appelle ça les interviews impressionnantes. Le principe étant d'inviter des gens qui, moi, m'impressionnent et qui peuvent vous inspirer ou vous apprendre des choses. Si c'est pas déjà fait, venez découvrir nos audios d'hypnose fictionnelle sur onigate.com et n'oubliez pas de me laisser une appréciation positive si vous voulez soutenir le podcast. À la prochaine!